Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Madame Mireille Touchy-Robert, qui est à ma gauche, bienvenue, qui est entre autres formatrice et animatrice de label BAMCO, donc les comités féminins et afro-descendants pour l'interculturalité et contre les racismes. Elle est aussi auteure de plusieurs articles ainsi que de l'ouvrage Racisme anti-noir entre mes connaissances et mes prix. Nous avons également Julien Trudailleux, bienvenue Julien, qui est chargé de projet à l'ONG Coopération, Éducation et la Culture et a dirigé entre autres les projets pour l'exposition Notre Congo, la propagande coloniale belge dévoilée, et qui est aussi co-auteur du livre Notre Congo, coécrit avec l'historien congolais Elika Mbokolo, si je ne me trompe pas, il vient récemment de sortir. Nous avons également parmi nous M. Tapé Glouvera, qui est membre du MRAX et qui est également membre du groupe Africa Liberation et il est également président et membre fondateur du mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Et bien sûr, Geneviève Voissin, qui est membre de la compagnie À Mon Amour. Et je te remercie d'ailleurs pour cet excellent spectacle. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est assez difficile pour moi de réagir à la suite de cette pièce parce que il y a tellement de sujets qui sont abordés, qui sont importants, et c'est justement intéressant comme outil pédagogique pour pouvoir ouvrir avec une classe ou avec d'autres groupes sur différents sujets par rapport à la colonisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. On parle à différents niveaux, que ce soit du passé, mais aussi, et ce que j'apprécie beaucoup, du présent. Donc la pièce montre bien comment ce passé colonial a un impact sur le présent, notamment, bon, c'est l'exemple le plus frappant avec le discours politique de Sarkozy, mais pas seulement, évidemment. Et c'est ce que j'ai beaucoup, enfin il y a d'autres choses, hein, mais c'est aussi ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette pièce, parce que on a vu d'autres pièces qui voulaient faire du travail décolonial, d'autres l'ont bien fait, mais bon, souvent ça s'arrêtait sur le passé. Et donc du coup, on ne voit pas l'impact sur le présent, et puis alors on se dit, bon voilà, on tourne une page d'histoire et puis on passe à autre chose. Et quand on travaille justement avec les jeunes, c'est important de faire ce lien avec aujourd'hui et maintenant, parce que ces jeunes et ces moins jeunes sont des acteurs qui doivent comprendre que le passé colonial a un impact encore aujourd'hui dans nos vies, dans nos généalogies coloniales, et c'est un autre point fort, je pense, de cette pièce. Bon, je sais que c'est peut-être pas du tout l'interprétation qu'en a les acteurs et peut-être vous-même, mais bon, quand je vois ça, je suis éducatrice aussi à la base, et le coût de la pédagogie active, ça m'a bien fait rire, ça me reste en tête. Et donc, je le vois toujours comme un parallélisme entre cet enfant qui finalement, quelque part, incarne l'Africain, le noir, le Congolais, avec sa perruque, son blackface, la tenue du boy, mais aussi dans l'injonction au silence permanent. À un moment donné, il y a même la chicotte sur la bouche pour qu'on se taise, qu'on ne proteste pas, etc. Donc quelque part, on a l'impression que de temps en temps, il y a une incarnation qui est faite là, avec cet enfant. Et quand on sait que bon, les Congolais ont longtemps été pris pour des enfants, donc c'est un parallélisme qui, moi, me parle pendant toute la pièce. Et je trouve qu'elle dit beaucoup de choses aussi, des généalogies coloniales, des dits et des non-dits familiaux, des héritages aussi. À un moment donné, il y a un enjeu autour de cette robe. Chacun interprète comme il veut, mais moi, cette robe, je la vois comme cette richesse congolaise qu'on ne veut pas léguer aux ayants droit, entre guillemets, naturels, à un moment donné. Et il faut l'arracher
comme une indépendance. Et je trouvais ça très intéressant, même si je pense qu'il faut avoir un minimum de prérequis pour suivre certaines choses. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et je pense que c'est une pièce d'utilité publique. Et je ne comprends pas pourquoi cette œuvre n'est pas encore estampillée comme telle officiellement, pièce d'utilité publique, qui devrait être vue. Bon, à quel âge il faut en discuter, mais au moins en secondaire, qu'elle soit vue et discutée dans les classes, mais aussi dans les organisations d'éducation permanente, de cohésion sociale, etc., qu'elle puisse tourner gratuitement, entendons-nous bien, avec des subsides payés par l'État, mais que ce soit vraiment institué, parce qu'on a besoin d'outils, et les outils ne sont pas faciles à trouver. Mon association a eu un divergent avec la pièce avec la salle de spectacle, le KVS, c'est le Théâtre National Flamand, parce qu'il y avait une pièce qui essayait de faire ce même travail, mais qui n'y est pas parvenue. Il y avait le second degré, ils n'y sont pas parvenus. Et cette pièce était d'une sommité flamande, et donc on ne pouvait pas y toucher, on ne pouvait rien dire, etc. Nous, on l'a vu et on est parti d'un bond. On leur a dit, soit vous annulez la pièce et vous retravaillez tout ça. On ne veut pas museler les artistes, pas du tout. Mais il y a des choses qui ne vont pas et on peut en discuter. Donc il y a un travail à faire. Soit nous, c'est manif, c'est d'être ouvert dans la presse, etc. Vous savez bien que une pièce de théâtre n'a pas besoin de trop de publicité négative, ni d'ailleurs une salle de spectacle. Donc ils ont accepté d'annuler les autres représentations de la pièce. Ils vont faire un travail en interne, travail auquel on n'est pas associé, mais à la limite, ça, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas compris les enjeux, mais ils ont accepté de le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la première fois que ça nous arrivait d'aller voir un spectacle en disant on a besoin d'outils pour faire nos animations avec les jeunes, etc. Et qu'on tombe sur quelque chose qui ne va pas du tout et qui aurait trop de travail à faire. Et ici, on a une pièce qui est absolument, selon moi, parfaite. Elle soulève des questions très dérangeantes. Il y a des moments où j'arrivais plus à rire pendant ce spectacle, mais c'était utile en réalité parce que on doit parler de certaines choses et on s'interdit parfois de le parler parce qu'on dit d'en parler parce qu'on se dit c'est raciste, c'est ceci, c'est cela. Mais finalement, si on parle pas, on décolonise les esprits comment? À un moment donné, il faut que tout ce qui a été enfoui, les tabous, etc., il faut que ça sorte à un moment donné. Et dans un minimum, dans un cadre sécurisé, ce que les acteurs mettent bien en place, puisqu'il y a des contextualisations, il y a énormément d'humour et de second degré, il y a des interactions avec la salle, donc beaucoup de choses, beaucoup de balises sont mises pour que, même quand on amène quelque chose de dur, on puisse prendre distance avec. L'actrice à la fin, elle est complètement saoule, donc il y a des choses qui peuvent se dire, des choses plus trash qui peuvent se dire dans cet état-là, et qui passent peut-être mieux que si elle avait été, si elle n'avait pas été dans cet état-là. Alors, donc voilà, je loue vraiment cette pièce, la méthode, etc. Et j'incite, je lance un message aux politiques belges concernés pour faire de cette pièce une pièce d'utilité publique afin que le plus de Belges possible puissent la voir. Maintenant, je terminerai, je sens que voilà, ça bouge à côté de moi. Donc, c'est parfait. Je terminerai en disant que d'une manière plus métacognitive, ça pose aussi pour moi la question de qui parle, qui a le droit de parler du passé colonial, parce qu'on aurait tendance à dire que non, il faut laisser la parole aux Africains, etc., ou aux personnes d'origine africaine, mais la colonisation n'est pas qu'une affaire africaine. À un moment donné, les autres, puisque moi je me considère entre les deux, doivent aussi faire un travail. Et donc, ça pose la question de ce que j'appelle les alliés blancs. Alliés, pourquoi? Parce que comme nous, ils ont compris qu'il fallait faire un travail de décolonisation nationale.
mais qu'à un moment donné, ils doivent aussi se positionner dans la société, tenir un discours qui n'est peut-être pas exactement le même que le mien. Et dire, il y a des choses que cette pièce peut se permettre. C'est quand même, entre guillemets, deux blanches qui jouent la pièce, et elles se moquent des coloniaux blancs. Donc il y a des choses qui peuvent se dire à ce niveau-là, que moi, je ne pourrais pas dire, parce que déjà, je n'ai pas le même métier, je suis pas, hein, mais aussi parce que ma couleur fait que ça peut créer en face des réactions de rejet directement. Donc, voilà, c'est un travail de complémentaire, en fait, quelque part à ce que nous faisons. Et voilà, j'estime que, même si ça leur fait sûrement beaucoup de travail, que cette pièce devrait tourner encore plus, même si je sais qu'elle tourne déjà beaucoup. Voilà, je vous remercie. Bonjour, voilà, moi je travaille à CEC ONG, c'est une ONG, comme son nom l'indique, et c'est assez intéressant de juste vous faire un petit rappel sur comment on est né dans les années 70, à une époque où justement la société n'était pas du tout dans une démarche, et toutes les composantes de la société ne l'étaient pas, en tout cas, dans une démarche décoloniale. Et les personnes qui ont ouvert cette ONG, qui l'ont créée, se sont dit, tiens, ce serait intéressant, alors peut-être aussi emprunt, malgré eux, de paternalisme, hein, c'est à questionner, mais ils ont ouvert donc une bibliothèque qui s'occupait de littérature africaine. Et très rapidement, dans les années 80, ils se sont rendus compte que promouvoir la littérature africaine à Bruxelles et en Belgique francophone, c'était super, mais que les gens avaient quand même beaucoup de stéréotypes. Les gens, quand je dis les gens, c'est surtout les Belges, à l'époque, avaient beaucoup de stéréotypes sur les gens issus du continent africain. Donc ils ont ouvert une activité de déconstruction des stéréotypes que je poursuis, moi, avec ma petite pierre, mais c'est 25-30 ans de veille, d'images, d'exposition, où mes prédécesseurs et mes prédécesseurs, eux, ont été précurseurs et précurseurs. Comment on fait précurseuses? Alors, je voudrais simplement vous rappeler aussi où est, c'était l'objet juste de mon intervention, où se situe la pièce de Geneviève dans le panorama culturel et surtout théâtral de la Belgique. Pendant très longtemps, cette histoire coloniale a été évidemment extrêmement taboue, dans les arts évidemment, dans l'expression artistique évidemment. Il faut attendre un valeureux monsieur qui s'appelle Rudy Barnet dans les années 60, en 66 exactement, qui tombe par hasard sur un bouquin qui s'appelle Une saison au Congo, écrit par Aimé Césaire, et qui décide, malgré lui, puisqu'il dira plus tard qu'il n'était pas du tout politisé, de monter cette pièce. Je vous rappelle que cette pièce, en fait, nous narre les 6 derniers mois de la vie de Patrice Lumumba, qu'elle est extrêmement bien documentée, puisqu'Aimé Césaire était parlementaire français à l'époque, et qu'en fait, les services secrets français savaient tout ou presque sur la fin de Lumumba et son putsch et ses implications diverses et variées, tant du côté belge que américain. Et Rudy Barnet va donc monter cette pièce. Premier problème, et c'est intéressant de rappeler cette anecdote de Rudy Barnet, premier problème, il n'y a pas d'acteur noir en Belgique, il n'y en a qu'un. Et donc il va faire appel à des acteurs français qui vont faire les navettes entre Paris et Bruxelles, et il va monter bon an mal an cette pièce. Deuxième problème, personne ne lui accorde de crédit, alors qui dit crédit dit évidemment argent. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est une anecdote aussi, la mère et le père de Pascal Légitimus, que vous connaissez peut-être sous le nom des Inconnus, étaient donc parmi cette distribution sur Une saison au Congo. Puisqu'ils étaient eux à la Comédie Française, on note que la Comédie Française était certainement un peu plus en avance que les expressions artistiques ici à Bruxelles, en tout cas dans le milieu théâtral. Rudy Barnet monte cette pièce en donnant d'ailleurs, en faisant une vente aux enchères avec des amis artistes qui vont vendre des toiles. Delvaux va faire partie de ces gens. Magritte ne fera pas partie de ces gens. On lui a demandé, il répondra par une lettre en disant que jamais il ne critiquera l'œuvre civilisatrice qui a été faite au Congo. Et donc, vous avez là une pièce qui se fait dans des sphères très timides. Et Rudy Barnet va payer le prix très cher, puisqu'elle va se faire avec, la première va se faire avec une manif de pro-Katangais. On est en 66, donc les événements, comme on les appelait à l'époque, au Congo continuent. Et la pièce ne va pas avoir de succès, évidemment, personne ne va vouloir la prendre. Rudy Barnet, à l'époque, est aussi comédien. Il va être complètement ostracisé dans le milieu culturel bruxellois. Il faut citer là Claude Etienne, ancien directeur
du théâtre des galeries ou du rideau, je crois que c'est le rideau, qui va très clairement, carrément provoquer une conférence de presse en disant que des gens comme ça n'ont plus le droit de citer dans son théâtre, etc. Et Rudy Barnet va finir chauffeur de taxi après avoir été convoqué une vingtaine de fois au commissariat pour des raisons diverses et variées. Et il va finir quand même bras droit de personnes assez influentes en communauté française, donc il va avoir, si vous voulez, une seconde vie. Alors je vous raconte cette longue anecdote pour vous montrer qu'en 60, on n'est pas du tout prêt à entendre la pièce de Césaire. On n'est d'ailleurs toujours pas prêt en 2018, puisque la pièce ne s'est pas rejouée en Belgique. Et donc on sent bien que sur le répertoire qui concerne le colonialisme, et donc cette colonialité du pouvoir dont on parlait tout à l'heure, est fortement encore présente en Belgique. Quoique, puisqu'il y a eu d'autres projets, et dont fait partie Colonialoscopie. Moi, ce que j'adore dans la pièce de Geneviève et de la compagnie À mon amour, c'est qu'elle prend d'une part les gens face à face, hein, on va dire les 4 vérités à toutes celles et tous ceux qui, le dimanche après-midi, dans les goûters en famille, ne se privent pas de dire ce qu'on entend ici sur scène. D'ailleurs, Geneviève pourra me couper si je me trompe, mais je pense que la majeure partie des choses qu'elle vous dit sur scène, à vous public, c'est des choses qu'elle a récoltées à droite à gauche, soit dans des archives audiovisuelles, soit dans des discussions, et même très personnelles, puisque je crois que la chanson que tu chantes à un moment donné, je sais qu'il y en a beaucoup, mais, la petite comptine qui sert à faire, à départager le choix, voilà, c'est une chanson qu'on entend encore parfois dans certaines familles. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourra décoloniser les pouvoirs institués, ça c'est une chose. Décoloniser les arts, ça c'est évidemment une autre chose. Je pense qu'il est grand temps aussi de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Nous, on est une ONG, on fait des animations scolaires, et on se pose toujours cette question. Oui, ok, on va peut-être conscientiser, comme on dit dans notre jargon d'ONG, des jeunes gens en secondaire, etc. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand ils reviennent à la maison, ou les dimanches après-midi, qu'ils questionnent leur grand-père, qu'ils questionnent leur grand-oncle, ou même leurs parents directs? Qu'est-ce qu'il arrive quand on confronte ce que nous, on va leur dire en déconstruisant un certain nombre de stéréotypes liés à la propagande coloniale, et qu'est-ce qui va arriver dans ces discussions? Et ça, je pense que le travail n'a pas été tout à fait fait. Il faut citer ici le travail entamé par Laurent Licata et Olivier Klein à l'ULB sur ces questions en psychologie sociale. Je pense qu'ils ont commencé le travail, mais ils n'ont pas pu le finir faute de moyens. Je crois que les moyens est une autre question très intéressante. Alors, autre chose aussi, c'est que il y a des choses absolument incroyables qui se sont passées en une dizaine d'années et qui en fait couvaient depuis assez longtemps. C'est que je pense que les associations dites afrodescendantes, diasporiques, appelez ça comme vous voulez, bref, des Belges noirs et noireux, sont maintenant les acteurs de cette décolonisation. En fait, ils l'ont toujours été, mais je pense que ça s'est accéléré médiatiquement, ça s'est accéléré aussi grâce aux réseaux sociaux, il ne faut pas se tromper, je crois que c'est vraiment un outil formidable de mobilisation. Je vous cite un exemple comme ça auquel je pense. L'échevin à l'urbanisme, qui est d'ailleurs sur la liste encore aujourd'hui, décide de la ville de Bruxelles, décide de rendre hommage au règne du roi Léopold II en décembre 2015. Cet hommage n'aura pas lieu, parce qu'il y a une contre-manifestation. Ce monsieur avait quand même décidé de déposer une gerbe devant la statue du roi Léopold II à Trône. Laquelle démarche de déposer une gerbe, c'était ce qu'on faisait à l'époque coloniale, tous les anniversaires du règne de Léopold II. Il y a quand même une symétrie assez hallucinante quand on pense au temps qui passe. Et donc, cette commémoration n'a pas eu lieu, parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées, pas forcément d'ailleurs afrodescendantes, je crois qu'elles ont été rejointes par un certain nombre de personnes, qu'on peut appeler blanches, puisque la société est ainsi faite racialisée, on va les appeler des blancs, mais je pense qu'il y avait beaucoup de couleurs sur ces contre-manifestations, et que la mobilisation paye. Et qu'il y a des gens qui, à un moment donné, en ont un peu marre qu'on fasse comme si de rien n'était. Et le comme si de rien n'était, je termine par là, dans la culture, parce que je vais m'en tenir à la culture, c'est par exemple constater, ou en tout cas lire, regarder des objets comme la pièce de théâtre de David Van Reybrouck, Missy, qui pour moi est une apologie certaine à la colonisation quand même. On prend le témoignage d'un missionnaire qui nous explique qu'il a fait le bien sur un territoire colonial, etc. Et puis vint ensuite, évidemment, ce gros bouquin qui est Congo, une histoire. Ce livre est devenu un espèce de référentiel, un espèce de manuel historique sur le Congo. Il n'en est pas un
Congo, une histoire. Son auteur le dit lui-même d'ailleurs, il est assez honnête quand on le titille un peu. C'est un beau roman. C'est des sources assez bizarres, j'ai bientôt fini, assez bizarres. Notamment, il y a une source qui a 125 ans quand il l'interviewe, pourquoi pas, mais qui a rencontré Stanley, qui a rencontré Léopold II, qui a presque rencontré Lumumba. Enfin, je veux dire, le gars, incroyable, belle source, et elle meurt au moment où le livre sort. Bon. Alors, j'en termine avec autre chose, avec une autre anecdote qui montre bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. En 1931, à Paris, vous avez une grosse expo, une expo internationale, universelle, qui réunit un certain nombre, évidemment, de pays impérialistes et coloniaux, dont la Belgique. Et la Belgique décide de mettre le paquet sur cette expo et construit trois pavillons du Congo belge, du Rwanda et de l'Urundi, comme on disait à l'époque. Je vous rappelle que l'expo de 31 à Paris, c'est cette fameuse expo où on va exposer un certain nombre de personnes, notamment des Kanaks dans le Jardin des Plantes, ce que Pascal Blanchard nomme aujourd'hui des zoos humains. Et donc, le Congo belge est fortement présent. Normalement, quand l'expo se termine, on détruit en fait tous ces pavillons qui sont autant de décors, etc. Et là, assez bizarrement, il y a un gars qui s'entiche de la structure et de l'architecture de ce pavillon, qui est soi-disant une architecture inspirée des huttes primitives et indigènes, comme on disait à l'époque, etc. Et le gars trouve ça super. C'est un gars qui a fait fortune dans les bougies dans la banlieue de Paris. Et il achète ça, et il remonte une partie du pavillon au fond de son jardin, alors, lequel jardin est un parc, en fait. Et il va s'en servir pour faire griller deux, trois tranches de bœuf et inviter des gens, etc. Et tout ça, ça perdure jusqu'au début des années, à la fin des années 90. Et à la fin des années 90, à Paris, la famille de ce gars se dit, bon, il va falloir nettoyer le jardin. Et ils mettent aux enchères un certain nombre de choses, dont ce pavillon du Congo belge. Dans la salle de Drouot, où on enchérit, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on renchérit en fait sur le prix de ce pavillon. Je vous donne le prix du pavillon, vendu 91 470 €, très exactement, aux enchères de la salle Drouot. C'est pas n'importe quoi. Alors, qui achète ce pavillon? Eh bien, il s'agit d'un couple que vous connaissez peut-être pas, mais que vous connaissez sûrement, en fait, qui détient une société qui s'appelle Restauration Nouvelle, aujourd'hui. Et Restauration Nouvelle, c'est tous ces bars-restaurants que vous croisez à l'Atomium, que vous croisez au Musée des Instruments de Musique. Bref, là où il y a un monument et quelque chose d'historique à Bruxelles, ils ne sont pas loin. C'est aussi qui gèrent le restaurant du cinquantenaire, etc. Ils ont une quarantaine de restaurants en Wallonie et à Bruxelles. Alors, ils vont acheter ce pavillon, ils vont le restaurer à grands frais, et ils vont le mettre dans un parc, qui est celui du Château de la Roque, à Arken. Et ce pavillon est toujours là. Alors, à quoi sert ce pavillon? Et ce pavillon, en fait, il sert à être loué si vous voulez faire un baptême, un mariage, si vous voulez faire une séance de team building. Je vous lis ce qui est marqué sur le site. Pardon, je vous lis d'abord le descriptif qu'en fait, d'ailleurs, sans aucun filtre, l'article du soir à l'époque. Des invités plutôt sélects sont régulièrement conviés jusqu'à l'entrée du parc du Château de la Roque. Là, ils sont pris en charge et convoyés en Jeep 4x4 à travers le parc où s'ébattent cerfs, biches et autres antilopes. Acheminés jusqu'au pavillon, les convives sont accueillis par de délicieuses hôtesses en boubou. Le buffet exotique, c'est une journaliste qui écrit ça, je le précise. Le buffet exotique regorge d'avocats aux fruits de mer, de salades, de gambas et de mangues juteuses. Sur les barbecues, de l'autruche, de l'antilope, du crocodile, mais aussi du bœuf bien de chez nous. Pour plus de dépaysement encore, du poulet à la mohambe et à la demande, comme décor sonore, un orchestre aux percussions africaines. Si vous allez aujourd'hui sur le site de Restauration Nouvelle, vous pouvez louer, vous aussi, le pavillon dit africain, qui n'est autre que le pavillon du Congo belge de 1931. Et ça pose quand même beaucoup de questions. Cet exemple-là, c'est pas le seul, il y en a beaucoup. Il y a des endroits à Bruxelles qui sont empreints, sans explication, sans contexte aucun, de choses. Là, je vous prends le summum de l'anecdote. Alors ça pose une question fondamentale qui, je pense, pourrait faire l'objet d'une discussion ce soir et qui est l'objet de toute la pièce. C'est comment est-ce qu'on regarde l'autre? Alors l'autre, c'est qui? Est-ce qu'il est belge? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est diaspora? Est-ce qu'il est congolais? Est-ce qu'il est rwandais? Est-ce qu'il est burundais? Autant de questions qu'il faudra résoudre à la fois entre nous, mais aussi avec les pouvoirs publics. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai été pris comme ça au pied levé, en fait, parce que je voudrais dire que je ne fais pas partie
l'enclos colonial belge, mais enfin, je fais partie de notre enclos colonial. Ça dit, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, qui est un enclos colonial français. Mais toujours est-il que les histoires sont similaires. Donc, ce qui fait que véritablement, lorsque j'ai été contacté, je n'ai pas trouvé de difficulté à répondre favorablement, parce que je sais que ce dont il s'agit, enfin, au Congo belge, la même chose a eu lieu en Afrique de l'Ouest, où la France était présente. Donc, j'ai malheureusement pris la pièce en cours, mais je pense que j'ai beaucoup de choses que j'ai vues et qui m'ont fait sourire, qui aussi à un moment donné m'ont fait pleurer en quelque sorte sans que mes larmes paraissent. Pourquoi? Parce que je suis souvent confronté à ça. Je rappelle que je suis enseignant et je vais raconter quelques anecdotes. Donc je suis enseignant en Belgique depuis une bonne dizaine d'années et chaque fois que je rencontre mes élèves, donc je leur dis toujours, lorsque je finis de m'exprimer, je dis, je suis sûr que quand vous allez rentrer chez vous, parce qu'il a dit tout à l'heure mon collègue, vous allez dire, maman, papa, mon prof de maths est noir. Et oui, parce que ça, c'est quand même, j'ai un manuscrit là-dessus que je n'ai pas encore eu le courage de terminer, qui est là, parce que c'est une histoire réelle à laquelle nous sommes confrontés souvent, parce que, comme je dis, ça fait 10 ans que j'enseigne. 2 fois, vous avez des enfants, puisque moi j'ai des adolescents, donc on va de la première année jusqu'à la 4e, 5e année, et qui, ma foi, vous posent des questions. Je pense que vers la fin, j'ai vu ça. Moi, j'ai été interrogé à un moment donné en plein cours. Un élève l'avait, monsieur, excusez-moi, il paraît que les Africains, non, voilà, c'est gros, voilà, vous voyez. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon voisin qui demande de vous demander. C'est assez vexant. Oui, c'est vexant. Quel outil avons-nous pour pouvoir essayer d'impacter sur ces enfants qui vivent avec une histoire tronquée, falsifiée, basée sur une forme de mythologie, parce que c'est aussi ça, le racisme, c'est une domination qui est créée de toutes pièces, puisque quand on parle, logiquement, le mot racisme ne peut pas exister puisqu'il n'y a pas de race humaine. Vous convenez avec moi? Donc, ces jeunes enfants qui, ma foi, vivent avec, je vais dire, cette histoire, ce mythe d'une forme d'infériorité des autres. Et j'ai encore, d'autre part, je dirais, je ne sais pas si je peux dire la chance ou la malchance d'avoir une belle-mère qui a été au Congo. Donc, la première fois que nous sommes croisés, ça a été assez houleux. Parce que je me souviens, comme hier, elle me disait, mais moi, j'ai jamais été raciste, puisque, bon, au Congo, mes boys, je les entretenais bien. J'ai dit, mamie, merci. Depuis que tu es rentré en Belgique, tu peux me dire combien de boys tu as eu, de blancs tu as eu ici? Comment peux-tu arriver chez quelqu'un, le prendre comme boy et supposer que tu le traites bien? Est-ce que tu peux me dire qu'en Belgique, tu as eu un seul boy? Ce n'est pas possible d'avoir un boy en Belgique. Tu vas chez quelqu'un, tu trouves que le fait de le prendre comme boy, c'est bien. Je dis, et je lui dis, bon, tu m'excuses, c'est pas de t'agresser. Moi, j'ai un niveau sur le plan scolaire supérieur à toi. Mais tu conviendras avec moi que si c'était à l'époque ancienne, je serais ton boy. Autant sur le plan intellectuel, tu n'as pas mon niveau. Je ne sais pas pour t'insulter. Tu n'as pas mon niveau, mais je serai ton boy. Mais donc, en fait, pourquoi je fais cette introduction? Pour dire, parce que tout à l'heure, quand je suis venu, il y avait plus de monde. Il y a certaines personnes qui sont rentrées, je suppose, que compte tenu de leur agenda. Mais lorsqu'on évoque cette problématique, les gens trouvent que nous ressassons beaucoup le passé. Or, on oublie que ce passé, qui, je rappelle à toute fin utile, n'est pas l'histoire de l'Afrique. Ce n'est qu'une parenthèse qui a empêché le bon déroulement de l'histoire de l'Afrique. Comme un peu ce qu'on appelle la traite négrière ou tout ça, etc. J'aime pas le mot traite, puisque traite, ça fait commerce, mais c'était une déportation qui a eu lieu.
Donc, la colonisation que j'appelle l'occupation et l'oppression de l'Afrique, qui a eu lieu, donc, n'est qu'une parenthèse qui a empêché le bon déroulement de l'histoire de l'Afrique. Et donc, c'est tout à fait normal que nous en parlions, parce que ça a ses impacts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi-même qui suis enseignant, et je pense que certains d'entre vous, sont souvent sujets à des questions de bonne foi des enfants. Je vais finir par ça, c'est donner un autre exemple. L'année dernière, comme je suis professeur de mathématiques, j'ai des élèves de 4e qui arrivent, ne voulant pas faire cours, puisque c'est un peu la matière des extraterrestres. Et donc, il y a une qui me dit, mais monsieur, bon, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas faire cours? Je dis, si, malheureusement, il faut qu'on fasse. Et puis, il y a une autre qui réenchérit, mais monsieur, au fait, qui a inventé les maths? J'ai dit, malheureusement, ce sont les Africains. Pardon? J'ai dit, oui, ce sont les Africains. Monsieur, soyez sérieux. Je dis, je suis très sérieux. Oui, ce sont les Africains qui ont inventé les maths. Bon, comme n'ayant pas le niveau de culture, je sais que beaucoup d'entre vous, quand je parle, on pense à l'Égypte antique. C'est vrai qu'il est noir, ça, il n'y a même pas à discuter. Cheikh Anta Diop, l'Oziri Cheikh Anta Diop, le professeur Benga l'ont démontré. Mais ça, n'allons pas là-bas. On va rester en Belgique. On va rester simplement en Belgique. Je leur ai dit, prenez, comme vous êtes des érudits de smartphone et autres, prenez votre smartphone et tapez OS. Je vais moi, un OS, OS, et tapez Ishango. Donc, il tape Ishango. Vous voyez, il y a un os qu'on découvre. Donc, Ishango, c'est une région qui se trouve entre la République démocratique du Congo, enfin, comme on l'appelle aujourd'hui, et la Centrafrique. Et ce village, qu'on peut, ou bien, je ne sais pas, ce campement de choses, on a découvert un os qui date de 22 400 ans. 22 400 ans. Et sur cet os, on a trouvé des tablettes de calcul, des noms premiers, que vous utilisez au niveau de votre... par exemple, quand vous prenez votre carte bancaire, c'est les noms premiers, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut des ordinateurs pour les décoder. Donc, les noms premiers, vous imaginez à 22 400 ans des Africains qui, comme on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, par son ignorance, ne savaient rien, ont inventé une tablette de calcul. Et je dis, ce qui est intéressant, c'est que l'os d'Ishango se trouve à Tervuren. Mais dans aucun livre de mathématiques, aucun, ce n'est mentionné. Parce qu'en le faisant, il y a une forme de déconstruction naturelle qui va se passer. Vous voyez, ce sont différents éléments sur lesquels on peut revenir, on aura le temps de discuter, pour dire qu'effectivement, parce que tout à l'heure, mon collègue a dit quelque chose, et c'est pour cela quand je dis mon prof de maths est noir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses, quand souvent je mets une cote, ou bien une note, pardon, dans le journal d'un élève, je suis presque convaincu à presque 90% qu'il y a des commentaires assez bizarres. Puisque moi, j'ai la chance de rencontrer souvent des parents, d'autres qui viennent avec cette hargne de casser le noir. Et après discussion, on se rend compte en fait qu'on est souvent sur la même longueur d'onde. Et il y a d'autres qui n'osent pas venir, mais qui font ce que j'appelle une transmission de leurs pensées à leurs enfants. Et ceux-là aussi me les transmettent. Mais que j'accueille souvent avec bienveillance. Mais c'est une forme d'enrichissement. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir parler avec mes autres camarades du panel et aussi de me donner ma petite expérience. Parce que c'est un peu ça, je pense que ce passé-là, qu'il faut effectivement, comme on dit chez nous, c'est un cocotier qu'il faut secouer, sans avoir peur, et secouons-le, pour que ce qui doit tomber tombe. Et moi, je suis content qu'en Belgique, il faut le dire, la Belgique fait, c'est pas pour me lancer des fleurs à la Belgique, mais fait quand même un pas énorme. Enfin, je ne vais pas dire au niveau du politique. Au niveau des associations, il y a quand même ce pas énorme. Par contre, il y a d'autres pays où c'est fermé, où on trouve que oui, on ne doit plus en parler. Et tout à l'heure, on a parlé du cas de Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas seul. Il y a eu M. Macron. On me parlait là de 7 enfants. Non. Macron dit le problème de l'Afrique, c'est un problème civilisationnel. Ça veut tout dire. C'est par là qu'il a commencé. Il dit le gros problème de l'Afrique, c'est un problème civilisationnel. Et puis après, il a parlé de 7 enfants. C'est vrai qu'on a retenu 7 enfants, mais c'était ça le véritable problème. Ouais, c'est pour dire que de manière récurrente, la plupart des chefs d'État français, vous voyez donc c'est la sommité, disent des choses qui sont ce que je peux appeler une énormité, qui s'agit même qui, à la limite, frise le racisme. On tourne dans tous les réseaux, enfin dans beaucoup de réseaux, donc le réseau culturel, le réseau militant et le réseau scolaire.
On joue aussi parfois en festival de rue. Voilà. Maintenant, quand on joue devant un public scolaire, on fait une introduction. Et du coup j'en profite. Pourquoi est-ce que la pièce n'a pas été reconnue d'utilité publique? Parce que on a fait venir, enfin on a proposé en tout cas au ministère de la Communauté française, et ils sont venus voir, justement c'était au tout début où on joue en scolaire, et donc la jauge normalement c'est 180, et là on nous a mis 300 élèves, et 300 élèves, parce que c'était, voilà, on leur offrait un spectacle, et en fait personne ne savait ce qu'ils venaient voir. Et donc, ils n'avaient absolument pas été préparés au sujet, puisqu'à l'école, c'est pas obligatoire de voir le passé colonial belge. Et donc, 300 élèves ils en avaient rajouté partout. Bref, je pense qu'à mon avis, au moins la moitié a cru voir une pièce raciste, quoi. Donc, du coup, les gens étaient là. Ils se sont dit, mais ça, c'est pas possible. Donc voilà, maintenant on a vraiment changé le truc parce qu'on était horrifiés aussi de ça. Et puis après, ils n'avaient pas le temps de faire des questions-réponses, donc ça c'est encore pire. Enfin bref, c'était le scénario catastrophe. Donc maintenant on fait une introduction, on essaie de vérifier que les professeurs ont reçu le dossier pédagogique. On propose dans le dossier pédagogique, parce qu'on renvoie vers l'ONG CEC, qui fait des animations qui devraient être obligatoires, on ne peut pas leur obliger parce qu'ils sont débordés. Mais ça, on n'a pas le temps. Oui, bah c'est ça. Mais de toute façon, voilà, on a encore joué jeudi, et en fait, on s'était assuré que la directrice avait envoyé le dossier pédagogique et ils ne l'ont pas reçu. Bref, donc voilà, je dis ça un peu amer, en fait, parce que c'est pas si évident que ça, en tout cas pourtant c'est tellement nécessaire, et à la fois s'il n'y a pas cette préparation, s'il n'y a pas le temps après, l'humour de la pièce c'est justement ça, après c'est la forme. Si on n'a pas les codes du théâtre, ça peut être vraiment extrêmement, enfin c'est déjà violent, mais alors sans les codes théâtraux, en plus je faisais des questions-réponses avant en costume, quoi. Donc c'est pas du tout la différence entre moi, le personnage, il détestait, il se disait les racistes, enfin, bref, c'est voilà. Alors pour le Théâtre National, par contre, on les a invités, mais on est des forains en fait. On est subventionné par les Arts de la Rue du Cirque Art Forain, donc on est une sous-catégorie du théâtre. on fait du théâtre en costume, il n'y a pas d'écran de 10 mètres sur 12. On n'est pas dans le format en tout cas, malheureusement. J'aimerais bien symboliquement que la pièce y aille, mais je pense que ça n'arrivera jamais. À moins que vous fassiez pression, hein. Moi ça ne me dérange pas. D'accord. J'ai le nom de la reine, mais malheureusement. Voilà, et alors par rapport à la forme, justement, parce que j'essaye de reformuler encore comment préparer les adolescents, du coup je me pose la question sur comment dire cette forme. Je me dis, c'est déjà tellement violent, enfin, la pièce est violente parce que le passé colonial est violent. Hein, donc, et l'humour, il permet un tout petit peu... alors, on ne peut pas ne pas être mal à l'aise, on ne peut pas ressentir cette violence, mais voilà, c'est comme si une toute petite soupape, on va dire, de décompression, peut-être... voilà, et puis de toute façon, l'humour, c'est la base de clown, c'est la manière dont on traite tous les sujets dans la compagnie. Et là, c'est vrai que le rapport mère-fille, incarner le rapport nord-sud dans le rapport mère-fille, ben voilà, c'était... Parce que le rapport dominant-dominé du clown dans le rapport mère-fille, c'était vraiment du pain béni. Et puis donc, ça permet on parle de violence, là on le voit. On voit la violence de la domination, de la condescendance, du mépris. Voilà. Enfin, à un moment donné, après être sortie des humanités, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on m'en a pas parlé? Parce que moi, on m'en a pas parlé à l'école. On m'a juste dit, au moment où on a vu Baudouin, qu'il avait libéré le Congo. Hein, donc il avait donné, donc je me suis dit, waouh, chic type, quoi. C'est tout ce que j'ai. Et Léopold II, je me souviens juste qu'il avait une barbe comme ça. Bonjour, on m'a absolument pas parlé de cet aspect-là.
Et donc je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé? D'où l'envie d'aller creuser, et puis la sidération, la honte, quoi. Enfin vraiment, oui, vraiment la honte, quoi. Et donc l'envie de combler à cette amnésie, ou c'est pas une amnésie, je pense qu'effectivement c'est très politique, mais voilà. Ça me paraissait évident, enfin je comprenais, je voyais beaucoup plus clairement ce qui nous reste de ce sentiment de supériorité très très net, l'homme blanc, la supériorité de l'homme blanc, et je percevais en moi, alors que a priori je pensais absolument au-dessus de tout. Malgré tout, je ressentais que j'ai vraiment baigné dans cet esprit-là de cette supériorité. Moi, je riais beaucoup sur le sketch de Michel Leb. Hein, donc, quand j'étais petite, je trouvais ça, il est génial, quand il était drôle et tout, et mes parents me laissaient regarder ça, tout le monde rigolait, tout le monde était content. Hein, donc j'avais 8 ans. Et effectivement, à la récré à Verviers, hein, parce que je me suis rendu compte en faisant le spectacle que c'était que à Verviers qu'on pote-potait comme ça. Mais c'est quand j'ai voulu pote-poter avec ma fille de 2 ans, j'ai fait un petit... Merde. Et donc je n'ai aucun recul, et c'est encore comme ça qu'on pote-pote à Verviers, quoi. Donc voilà, je me suis dit voilà, de comprendre pour essayer de... Parce qu'évidemment maintenant on a le présent, c'est là-dessus qu'il faut travailler évidemment, mais je pense que c'est là l'intérêt, de comprendre le passé, on peut commencer à peut-être déconstruire enfin, quoi, cette supériorité horrible. Voilà.